Bonjour à tous, c'est Valentine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter la rubrique 15 minutes cash, qui est une rubrique mensuelle financière proposée par Cœur à Cœur et qui sera diffusée tous les mois sur la page Facebook et YouTube de notre émission. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver tous les mois pour évoquer avec vous durant 15 minutes les bases essentielles donc de la finance. Nous allons tenter de lever le voile sur certains aspects de la finance. Je vais durant 15 minutes aborder un aspect spécifique, un domaine spécifique, une astuce pratique, vous donner un conseil pratique, éprouvé, donc des astuces partagées par mes clients, des astuces partagées par mon entourage, testées par moi-même, qui ont réellement porté leurs fruits, qui vont vous aider. Cette expérience, je la tire tout simplement de ma carrière de 18 ans dans le conseil financier pour le secteur bancaire, durant laquelle j'ai pu me rendre compte des lacunes chez beaucoup de gens qui prennent des décisions importantes pour leur patrimoine et celui de leur famille de manière parfois inappropriée par manque de connaissances tout simplement. 15 minutes cash, ce sera donc l'opportunité pour vous de pouvoir vous sentir un peu plus à votre aise dans cette matière, de mieux comprendre le monde économique dans lequel nous vivons et de prendre ainsi des décisions de manière éclairée, en connaissance de cause. Alors attention, il ne s'agit pas de vous donner un conseil personnalisé. Pour cela, je vous recommande vraiment l'avis d'un professionnel de votre choix. Mais plutôt, tout simplement attirer votre regard sur certains aspects, vous amener à vous poser les bonnes questions, à mûrir votre réflexion avant de vous engager. 15 minutes cash, c'est aussi des astuces pour vous aider à mieux gérer votre budget afin qu'il soit pour vous un moyen d'épanouissement et vous permettre de réaliser des projets à la hauteur de votre budget. Vous trouverez également ici des méthodes testées pour éduquer nos enfants à la gestion financière et ainsi les préparer au mieux à la vie active. Vous avez des questions, des préoccupations, un sujet particulier que vous souhaitez que j'aborde lors d'une édition future, n'hésitez pas, partagez-moi, envoyez-moi vos questions par courriel sur info@commercialcoeuracoeurcentre.org ou sur coeuracoeur7@commercialgmail.com. Vous pouvez également envoyer vos astuces pratiques, partager vos expériences en message privé sur la page Facebook et YouTube de Cœur à Cœur. N'hésitez pas à liker cette vidéo à tout moment et à la partager massivement. Si quelque chose a fonctionné pour vous, n'hésitez pas à le dire, mais surtout partagez-le, ne le gardez pas pour vous. Alors, c'est parti pour notre première édition de 15 minutes cash. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'initiation de nos enfants à la gestion d'un budget. Comment initier nos enfants à la gestion d'un budget simple? Eh bien, en les impliquant tout simplement dans la conception du budget familial. Partant du principe qu'une famille est une mini-entreprise et que la réussite, le bonheur de cette entreprise dépend donc de l'intérêt de chacun et de chacun de ses membres, je pense qu'impliquer les enfants et cela dès le bas âge dans la conception du budget familial va permettre sa réussite et permettre leur éducation de cette façon-là, à cette matière. Alors, quand commencer? Je dirais dès que l'enfant est capable de calculer, dès qu'il apprend à calculer, c'est-à-dire dès le début de sa scolarité en primaire. Donc, vers l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, l'enfant est capable à ce moment-là d'intégrer certaines notions de base de la gestion d'un budget, une comptabilité simple. Un budget est après tout un jeu de calcul entre des entrées et des sorties et un résultat à calculer en fin de période. Je pense aussi que la rentrée scolaire est un bon moment pour concevoir un budget familial qui implique les enfants puisque c'est une période de l'année où certaines dépenses qui les concernent tout particulièrement apparaissent, et donc vont peser sur le budget du ménage. C'est par exemple le sport, les frais scolaires, les activités
parascolaires, les collations, l'argent de poche, l'abonnement téléphonique, etc. Mais aussi des dépenses simplement liées aux tentations dues à la socialisation. Donc c'est la nouvelle paire de baskets, une nouvelle marque de t-shirts, de vêtements, de vestes, le beau cartable, etc. Et donc autant de choses parfois essentielles à leurs yeux, peut-être un peu moins à nos yeux, à nous, mais qui risquent donc de peser sur le budget. Donc la rentrée scolaire est un bon moment, je pense, pour pouvoir concevoir ensemble le budget avec les enfants. Alors pourquoi les impliquer, les éduquer à la gestion d'un budget? Cela part de différents constats que l'enfant occupe une place importante, centrale même dans la famille, et les firmes marketing et publicitaires l'ont très bien compris. Nos enfants sont hyper sollicités par les industries. Les études européennes montrent à quel point les enfants pèsent comme décideurs, y compris pour des produits qui ne les concernent pas. Et donc, à ce titre-là, il est important que nos enfants soient sensibilisés très tôt à la gestion d'un budget parce qu'ils sont souvent poussés par un désir immédiat de consommer. Ils sont comme nous les adultes sollicités, des victimes de cette société de consommation, et les enfants ne savent pas dès le départ qu'il faut patienter, qu'il faut prioriser certaines dépenses. Nos enfants ignorent aussi le prix des biens qu'ils désirent, et ils ignorent aussi les sacrifices que les parents font pour pouvoir leur offrir ces biens parce qu'ils ne sont pas au courant souvent des situations financières de la famille. Ils ne sont pas impliqués, on ne leur parle pas des difficultés financières, par exemple. On va peut-être leur dire que cette année, on ne va pas partir en vacances, mais on ne leur expliquera pas nécessairement pourquoi. On ne dit pas souvent aux enfants que la maison dans laquelle on vit a été achetée avec un capital obtenu grâce à un emprunt hypothécaire et que de ce fait, on a une charge fixe, contraignante tous les mois à laquelle on ne peut pas déroger, qui fait que certaines autres dépenses sont secondaires. Donc l'enfant est capable de comprendre certaines choses pour comprendre aussi certaines privations, entre guillemets, puisqu'il sait à quoi les attribuer, il connaît les priorités. Les parents ont un rôle déterminant de modèle et de protection contre les dérives de cette société d'hyperconsommation. Par l'éducation, ils peuvent protéger leurs enfants, mais doivent aussi se remettre eux-mêmes en question face à leur propre attitude de consommateurs. Très tôt, nos enfants doivent quitter le toit familial. Ils le font de plus en plus tôt. Alors, au plus tôt ils sont préparés, au mieux c'est. Souvent, le manque de préparation à la gestion d'un budget et à la finance les expose à des difficultés financières dans leur propre famille, dans leur propre ménage, parce qu'ils n'ont pas appris à gérer tout simplement leurs finances et leurs dépenses. Face à ces constats, deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que nos enfants ne sont pas naïfs. Ils sont capables de discernement sur leurs habitudes de consommation et ils savent très bien faire la distinction quand une publicité et le détecter quand un message publicitaire que le message publicitaire a le but simple de le faire consommer. J'ai plusieurs anecdotes à ce sujet, mais je vais vous partager une anecdote avec mon fils de 11 ans à l'époque qui, en attendant une publicité d'une marque de lessive qui lave plus blanc que blanc, m'a posé la question comment c'était possible qu'une marque proposait à chaque fois un nouveau produit qu'il avait plus blanc que le précédent. Est-ce que ce n'était pas une façon de nous faire acheter à chaque fois le nouveau produit? Oui, c'est bien ça. Donc, il avait bien compris le but de la publicité et du marketing qu'il y avait derrière. C'est le but de la consommation et l'hyperconsommation. Il est donc possible d'éduquer nos enfants très tôt, mais aussi possible pour nous, les parents, de changer nos comportements en tant que consommateurs par la même occasion. Alors, pourquoi les impliquer et éduquer donc nos enfants à la gestion d'un budget? Donc, je viens de dire les constats à partir desquels on a pu se rendre compte de l'importance de le faire très tôt. J'arrive maintenant à la méthode que je souhaite vous partager, que j'ai testée ainsi que mon mari avec nos 3 fils âgés de 8, 11 et 16 ans. C'est une méthode très simple à pratiquer et efficace. Elle est centrée sur la notion de responsabilisation par rapport au bien-être commun. Au bien commun, un objectif commun, donc la réussite donc, du budget de la famille. Nous avons choisi de confier la gestion du budget alimentaire, certains postes en tout cas, du budget alimentaire à nos enfants.
L'un a reçu la responsabilité donc du budget collation et fruits. C'était l'aîné. Il avait 16 ans à l'époque. Le deuxième a reçu la responsabilité de gérer le budget petit déjeuner. Donc le fromage, le lait, le jus de fruits, enfin tout ce qui est, tout ce qui va pour le petit déjeuner, des céréales, etc. Les choses qu'ils aiment bien. Et le plus jeune, donc qui a 8 ans, était responsable du pain. Il avait uniquement le poste pain à gérer pour la famille. Il était très fier d'avoir donc son budget à gérer pour être responsable donc de la consommation du pain donc pour la famille. Alors le procédé est le suivant. Chaque enfant reçoit une bourse contenant la somme d'argent jugée nécessaire pour les achats durant 1 mois. Il reçoit par ailleurs un carnet dans lequel il va répertorier toutes les dépenses réalisées par lui et par les autres membres de la famille. Pardon. Dans la colonne de gauche, donc il va réaliser en fait un tableau sur la base d'une comptabilité simple sur laquelle il va, sur la gauche, donc répertorier les entrées, donc les revenus, et sur la droite, les dépenses ou les sorties. Dans la colonne de gauche, il va donc lister les dates, il va chaque fois indiquer la date de la dépense et en regard dans la colonne de droite, il indique le produit ainsi que le montant de la dépense. Directement en dessous de la date de la dépense, donc colonne de gauche, il va faire le calcul, donc déduire la dépense du capital qu'il avait au départ, obtenir ainsi un résultat qu'il va rapporter donc dans la colonne de gauche sous la date de la dépense. Ça lui permet d'une part de réaliser quelle est la fréquence des achats pour un produit et d'autre part ça lui permet tout de suite de réaliser comment évolue son budget au fil des jours et des dépenses et pas attendre la fin du mois pour se rendre compte. Ça permet donc de rectifier aussi beaucoup plus tôt si le budget est déséquilibré. Il va aussi par ailleurs conserver tous les justificatifs, donc les tickets de caisse, etc., qu'on lui aura remis pour chacune des dépenses. L'objectif est qu'en fin de mois, le résultat soit égal à 0 ou encore mieux, positif, ce qui va permettre d'introduire la notion d'épargne, de se projeter par rapport à des difficultés futures ou simplement se permettre un petit extra le mois d'après ou plus tard grâce à l'argent qu'on aura pu mettre de côté. Le résultat, donc le solde, sera reporté le mois prochain, soit dans la colonne de gauche si ce solde est positif puisque ce sera alors une entrée, soit dans la colonne de droite si le budget était déséquilibré et que le solde est négatif, ça va rentrer donc dans la colonne de droite avec les dépenses comme une dette. Alors, voilà pour donc la méthode que nous avons utilisée. Pour qu'elle puisse être efficace, cette méthode, quelques principes sont à respecter. Premièrement, aucun achat ne se fait sans en discuter avec l'enfant pour obtenir déjà la somme nécessaire, mais aussi pour que ce soit l'occasion de parler avec lui du bien fondé de cet achat et lui permettre de les répertorier correctement dans son carnet. Le bilan se fait en fin de mois en présence de tous les membres de la famille, ce qui permet un échange, une discussion. Le plus jeune va pouvoir s'inspirer des remarques faites aux aînés et apprendre déjà peut-être de leurs erreurs par rapport à quand lui sera amené à gérer le même type de budget ou aura plus de responsabilités. Par entrée, j'entends la somme reçue au départ par l'enfant, mais aussi les sommes qu'on pourrait lui rajouter en cas d'achat inapproprié qui aurait éventuellement déséquilibré le budget, ce qui sera souvent le cas en début d'apprentissage. Et un peu de souplesse, évidemment, sera nécessaire pour permettre à notre apprenti gestionnaire donc, de se faire la main et de se corriger au fil du temps. Avant de permettre à l'enfant de pouvoir pratiquer cette méthode, quelques notions sont importantes à lui apprendre au préalable. C'est la notion justement de priorité au niveau des dépenses par rapport aux besoins qui sont manifestés. Plusieurs méthodes existent dans la littérature, mais moi, de nouveau, je vous partage des méthodes qui ont été utilisées dans la pratique. Notamment une qui a été partagée par un de mes clients. C'est quelqu'un qui a été confronté à une difficulté importante puisqu'il a
dû passer par un divorce, a perdu son emploi et malgré cela, il a réussi à acheter son appartement avec un emprunt hypothécaire contracté tout seul, donc un crédit qu'il a fait tout seul auprès d'une banque. Il a réussi en même temps à épargner, avoir une réserve d'argent et aussi à se constituer un portefeuille d'investissement en parallèle. Tout ça avec un seul budget et son principe était le suivant, c'est que toute dépense doit pouvoir être placée dans une des 3 catégories suivantes. Soit c'est une dépense utile, soit elle est nécessaire, soit elle est indispensable. Dans le cas d'un budget qui est très serré et quand on a un projet important à réaliser qui fait qu'on doit serrer la ceinture, eh bien, si votre dépense n'entre dans aucune de ces 3 catégories, c'est que probablement elle ne doit pas être réalisée. En tout cas, pas dans l'immédiat. Elle doit être vraiment reportée à beaucoup plus loin dans le futur. Alors, tout ceci dépend d'une personne à l'autre, évidemment, parce qu'une dépense utile peut être indispensable pour quelqu'un d'autre. Par exemple, un smartphone est peut-être utile pour quelqu'un, mais pas nécessaire. Mais par contre, pour une autre personne, il peut être absolument indispensable. Donc, ça, c'est à voir en fonction d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, il faut toujours pouvoir répondre à une question avant de faire une dépense. La question, elle est très simple et elle est facile d'y répondre aussi en même temps. La question, elle est, en avez-vous vraiment besoin? C'est oui ou c'est non. Et donc, si vous n'en avez pas vraiment besoin, c'est que vous n'en avez pas vraiment besoin et que donc vous ne devez pas réaliser cette dépense, en tout cas pas dans l'immédiat. Si vous le faites, il doit y avoir des raisons et alors vous devez les assumer. Mais donc voilà. Ça, c'est une méthode très simple, radicale, qui permet de prioriser. Une autre méthode qui peut aussi aider, surtout dans le sens de catégoriser les dépenses, mais aussi en même temps de les prioriser. Il existe plusieurs catégories de dépenses. Nous avons des dépenses qui sont des dépenses contraintes. Ce qu'on appelle les dépenses contraintes, ce sont des charges fixes qui sont souvent régulières, à des échéances régulières. C'est comme un loyer, le remboursement d'un emprunt, les frais scolaires, l'électricité. L'argent nécessaire pour ces dépenses doit être disponible en début de mois. On ne peut pas y déroger. Donc, ce sont des sommes qu'on va toujours mettre de côté, préparées au début du mois pour pouvoir gérer toutes ces dépenses durant le mois. Par ailleurs, vous avez les dépenses courantes de tous les jours, des dépenses de tous les jours, mais qui peuvent être reportées parfois. Donc, on a une certaine marge de manœuvre par rapport à ça. L'alimentaire, mais on peut acheter certaines choses, pas d'autres. Ça, c'est un exemple donc de dépenses courantes qu'on a souvent, régulières, mais qu'on peut aussi quand même malgré tout reporter. Et alors, nous avons les dépenses, la dernière catégorie, les dépenses occasionnelles. Elles ne sont pas régulières. Certaines peuvent l'être, certaines sont évitables, d'autres pas, mais dans la plupart des cas, elles peuvent certainement être reportées à plus tard. Voilà pour la méthode du mois, donc pour pouvoir initier donc nos enfants à la gestion d'un budget, leur apprendre à prioriser. Alors, quels sont les résultats et les bienfaits que nous avons constatés chez nos enfants par rapport à cette méthode ? Il y en a plusieurs, mais nous avons retenu principalement les suivantes. C'est le fait que nos enfants étaient plus responsables, se sentaient valorisés dans leur rôle au sein de la famille. Ça leur a appris à connaître les prix des choses, puisque forcément, en allant acheter soi-même le pain, on sait combien coûte une baguette, combien coûte un pain. Mon fils aîné a surtout développé l'aspect prix. Il fait très attention au prix. Il m'est arrivé qu'il me fasse moi-même la remarque par rapport à un choix que j'avais fait, donc d'un achat par rapport à des produits dont lui était responsable. Mais ça a été l'occasion d'une discussion, c'est-à-dire que j'avais fait un achat motivé par la qualité et lui avait tendance à être motivé par le prix. Et donc, il trouvait que mon achat n'était pas du tout approprié. Donc, c'était l'occasion d'une discussion et de faire un choix une fois pour toutes sur les types de produits qu'on allait acheter, étant donné l'importance de malgré tout faire attention à la qualité, notamment pour la santé, pour ce qui est des produits alimentaires. La notion aussi d'épargne, donc c'est quelque chose qu'ils ont pu réaliser, qu'en ayant un peu d'argent de côté, ça donne plus de marge pour pouvoir faire face donc à un imprévu. Et surtout, très important, le fait que les ressources ne sont pas inépuisables.
Les sommes qu'ils reçoivent sont à utiliser durant un mois. En principe, on leur ajoute rien en cours de mois. C'est la même chose que toutes nos autres ressources. Les revenus que les parents gagnent ne sont pas inépuisables. Donc, il y a des dépenses à faire. Certaines sont prioritaires par rapport à d'autres. Il n'y a pas un robinet qui coule comme ça de manière illimitée dans le temps avec de l'argent qui se régénère spontanément. Les sommes ont une durée de vie, elles rentrent, elles sortent et donc on doit faire attention aux dépenses que l'on fait. Donc d'autres acquis et bienfaits, mais aussi pour nous, hein, pas seulement pour les enfants, mais aussi des bienfaits pour nous, puisque dans notre rôle modèle donc de parents, nous sommes obligés en même temps que nous apprenons à nos enfants à avoir une certaine rigueur dans leur gestion. Nous devons nous imposer la même rigueur pour des postes beaucoup plus importants du budget pour lequel nous avons la responsabilité. Il n'y a pas de raison que ce soit fait autrement, puisque ce sont les mêmes principes qui régissent donc la gestion d'un petit budget, ce sont les mêmes qui vont régir ceux de la gestion d'un plus grand budget. Et donc, si nos enfants apprennent à gérer un petit budget, s'ils apprennent la valeur de l'argent très tôt, ils sauront aussi gérer leur budget plus tard, quand ils seront donc plus autonomes et indépendants. Voilà pour 15 minutes cash de cette nouvelle édition. Je vous propose de nous retrouver le mois prochain. Nous allons évoquer les pièges à éviter avant d'investir en bourse. Tout un programme. N'oubliez pas de liker de nouveau la vidéo, de la partager massivement autour de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos expériences. Si cette astuce vous a plu, si ça vous a parlé, que vous avez dit « Tiens, je vais l'expérimenter, je vais la tenter avec mes enfants », si vous le faites et que vous en avez retiré un bénéfice, n'hésitez pas donc à m'envoyer donc un petit message, en message privé sur la page Facebook et YouTube de Cœur à Cœur ou par courriel de nouveau sur les deux adresses que je vous ai indiquées et qui défilent là en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.